fille. Tu es du village? S'il n'a pas d'armes, il n'a pas de raison de s'inquiéter. Quand je viens, ils sont souvent très contents. On a eu un appel d'un contact ce matin. Même Karzai qui a donné ordre pour tuer lui. Il me dit les choses qui me rassurent, quoi. Je préfère pas savoir qu'il risque de se prendre des balles, des trucs comme ça, quoi. Toutes les semaines, il y a des gamins qui pètent sur des mines parce qu'ils jouent avec. Ils sont plus de 12 jeunes. On ne peut pas savoir qui est leader. Nous, on sera là, d'accord? Ça marche. On est arrivé à table. Viens mes enfants. T'inquiète pas, il t'attend dans tous les cas. La vie, c'est pas toujours marrant. On perd un proche. Je l'ai pas vu revenir, quoi. Dans une boîte. Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation, votre magazine d'investigation. Ce soir, nous partons à la découverte d'une unité d'élite de l'armée française, les GCP, le groupement des commandos parachutistes. Ces 6 dernières années, les troupes françaises ont joué un rôle déterminant en Afghanistan au sein de la coalition et en Côte d'Ivoire où elles ont été chargées d'assurer la sécurité des habitants pendant la crise qui a divisé en deux le pays. Mais quelles ont été les missions précises de nos commandos? À quoi ressemble le quotidien des familles qui attendent leur retour? Commandos parachutistes, entre amour et devoir, c'est tout de suite dans Révélation. Pendant un an, nous avons suivi 5 militaires parmi les 160 qui composent le cercle très fermé du groupement commando parachutiste, les GCP. De l'Afghanistan à la Côte d'Ivoire, ces commandos peuvent être appelés à tout moment pour intervenir partout où la paix est menacée. Jean-Marie est commando para depuis 10 ans. Il fait partie de l'élite des parachutistes français. Et quand il n'est pas en mission, il s'entraîne quotidiennement. Ce matin encore, Jean-Marie et ses équipiers quittent le régiment pour une journée de saut. Jean-Marie retrouve Ludovic. Les deux hommes se connaissent bien. Dans quelques semaines, ils feront équipe ensemble en Afghanistan. Alors, on est parti pour une séance de saut traditionnelle, SMPS. Donc en fait, c'est une séance de saut militaire dans un cadre civil. Pour nous, du peloton commando, ça nous permet de prendre un peu d'aisance en chute. Notamment tout ce qui est vol relatif, free fly, ce genre de choses. Et ensuite, on peut aussi travailler la précision d'atterrissage. Là, on est parti pour 6 sauts cet après-midi, du moins 6 sauts aujourd'hui. Après, on dort bien la nuit. Jean-Marie et Ludovic vont sauter en duo. Ils vérifient mutuellement la sécurité de leur matériel. La double vérification, c'est une règle de base chez les parachutistes. Il faut lui faire confiance, là, une fois de plus, sur la vérif. Ouais, tu fais quoi là? C'est bon, il était mal vite. T'as été vérifié toi? Ouais, c'est bon. Ok. Et on fait même programme. Ouais. En revanche, si on a terminé ton programme. Tonique. Si on a terminé ton programme, je fais moi le programme. Là, il n'y a pas de contact. On se jette dans le vide. C'est. Vous pouvez faire le grand 8 dans n'importe quel parc d'attraction du monde, vous n'aurez pas la même sensation. C'est en répétant des centaines de fois des sauts comme celui-ci que les commandos sont parfaitement à l'aise en mission. Un savoir-faire indispensable à leur sécurité. Ce matin, le saut et l'atterrissage de Jean-Marie sont parfaits. Mais pour Ludovic, en revanche, malgré ce bon atterrissage, le saut s'est mal passé. Son parachute ne s'est pas ouvert normalement. Il s'est mis, comme on dit, en vrac. Ludovic a eu très peur. J'ai vu le vrac et je me suis retourné. J'ai dit ok, c'est bon. Il est nickel. Et qu'est-ce qu'il y avait alors?
Bah, elle s'est claquée vers l'avant, j'ai eu carrément devant les pieds. Et puis même, Elle est repartie vers l'arrière, elle s'est refermée à l'arrière. Je repartais en chute. On n'est pas fiers, hein, parce que là j'en rigole, parce que je suis ici. Mais ne faut pas trop le malin, quand on commence à voir la voile qui commence à dégénérer de partout. Je tirais une commande, ça répondait pas, je retirais et c'est reparti normalement. C'est quand même un sport dangereux, avec des sacrés risques. Si on oublie de faire une mesure de sécurité lors d'une mauvaise ouverture, on n'a pas le droit à la faute. Après, c'est la mort assurée, quoi. Donc forcément, il y a cette petite adrénaline qui persiste tout le temps. Bon, allez. Autre phase importante de l'entraînement du groupement commando parachutiste, les sauts opérationnels, des sauts en conditions réelles. Les GCP doivent être capables de sauter n'importe où et d'atterrir dans n'importe quelle condition. À la tête de ce corps d'élite de l'armée française, le lieutenant-colonel Lionel Père, le patron des GCP. Donc là, vous me rassemblez tout le monde. Vous pouvez vous asseoir par terre. Je crois que Valin, tu as un film à présenter, c'est ça? Le GCP n'est pas un parachutiste comme les autres. C'est un chuteur opérationnel. Il saute avec un équipement de plus de 80 kg. Parachute, voile de secours, armement, nourriture. Une fois sur le terrain, il doit être totalement autonome. Avant chaque départ en mission, l'entraînement s'intensifie. C'est une période un petit peu assimilable aux sportifs de haut niveau qui se préparent pour un record, pour quelque chose. Et le fait de s'être bien préparé, ça permet de passer ce cap-là. On a besoin d'avoir confiance, de se connaître tous, de savoir qu'à tout moment on peut compter sur son camarade, qui que ce soit. Et c'est ça qui fait la force du groupement commando parachutiste. Après quelques secondes de chute libre, le GCP ouvre un premier petit parachute qui lui permet de se stabiliser dans l'air. Un moment délicat, avec son matériel, il pèse en effet plus de 160 kg. Sans le stabilisateur, sa chute pourrait dépasser les 250 km/h. Une fois stabilisé, la chute se poursuit jusqu'à l'ouverture du parachute principal. Chaque saut est un saut difficile. On a eu l'occasion de le voir même ici cette semaine à l'entraînement où j'ai un de mes équipiers, mon leader, qui a eu le pied qui s'est pris dans son RSE. Et s'il n'avait pas eu la bonne réaction, je pense qu'on aurait perdu un équipier ce jour-là. L'équipier en question, c'est Frank Steyer, adjudant-chef, plus de 15 ans de carrière, une légende chez les GCP. Malgré son expérience, il vient de risquer sa vie. Pendant 1200 mètres en chute libre, il a dû batailler pour libérer son parachute. La sangle était coincée dans une boucle, 25 longues secondes de stress. L'accident de Franck hante tous les esprits des GCP, mais malgré le risque dès le lendemain matin, tout le monde est à l'entraînement pour reprendre les sauts. C'est dans quelques jours que Jean-Marie part en Afghanistan. Il va laisser sa femme et ses enfants pendant 6 mois. Alors, cet après-midi, exceptionnellement, il accompagne sa femme à la sortie de l'école pour la plus grande fierté de ces deux garçons. T'as bien travaillé à l'école? Oui. Bien souvent, c'est leur maman qui vient les chercher. Donc, quand je viens, ils sont souvent très contents, quoi. Jean-Marie et sa famille vivent à la campagne dans la région de Tarbes, tout près du régiment. Véronique veut continuer à exercer son métier d'hôtesse de l'air. Elle a réussi à organiser la vie de la famille lorsque son mari n'est pas là. Pour que ses fils comprennent bien ses absences, Jean-Marie leur raconte son métier depuis qu'ils sont tout petits. Je sais plus si c'est à lui ou à Dylan que j'ai expliqué la dernière fois. J'ai que papa il défendait la France si jamais il y avait un problème. C'est pour ça qu'on avait des armes, qu'on combattait les méchants. Donc souvent c'est lui qui me le rappelle lorsqu'il voit des images à la télé. Il pose la question si eux c'est les méchants ou pas.
Voilà, donc nous les gentils, eux c'est les méchants. Vas-y, on veut aller. Qu'est-ce que c'est cet avion, Yann? C'est un avion de parachutiste militaire. Le fait que le militaire soit le seul à travailler, c'est un peu égoïste, on va dire. Parce qu'il s'épanouit, il s'éclate, il fait sa petite mission, il rentre, il fait sa petite mission de 4 mois, il est content, il va faire ses 2 sauts de nuit, et maman, elle trime à la maison. À partir du moment où elle a décidé de travailler, moi j'ai tout fait pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Dans l'équipe, il y a aussi Hugues Boningue. Ce jeune lieutenant doit partir dans quelques semaines pour sa toute première mission. Il est au GCP depuis 2 ans seulement. Nous, c'est une semaine de saut intensif en vue de se préparer pour la Côte d'Ivoire. Et pendant cette semaine, Hugues va passer ses journées et ses nuits à sauter de cet avion un peu particulier, le Skyvan. Il a la forme en fait d'un bus, hein. Il porte bien son nom, un Skyvan. La tranche arrière, elle est étroite hein, pour des gabarits comme les miens, mais bon, elle va bien. Et ensuite, vous voyez, il y a le strict nécessaire et pour pouvoir s'asseoir et ensuite quitter l'avion dans les meilleures conditions. Hein. De toute façon, nous, le but c'est de sortir de cet avion, c'est de pas d'y rester. Hein. Voilà. Dès que l'avion décolle, il n'y a plus de consignes. Chacun maintenant se concentre sur sa sortie. Une bonne sortie, c'est 50% du saut assuré. En opération, ces parachutistes d'élite comme Hugues sont largués au-dessus des territoires en guerre. Ils sautent à une altitude de 4000 à 8000 mètres, très haut pour que l'avion ne soit pas repérable au bruit. Les commandos paras sont capables de sauter de nuit sous oxygène avec boussole et GPS. Ils dérivent lentement sous leur voile et peuvent parcourir ainsi jusqu'à 50 km pour se poser sur un point précis. Leur descente peut durer entre 30 et 40 minutes. Bonjour, entrez. Hugues a une petite fille, Lise, 8 mois. Il est marié à Claire, jeune hollandaise. Le couple vit à Carcassonne, tout près du régiment. Dans 6 semaines, Hugues part pour la Côte d'Ivoire. Ce sera la première longue séparation dans la famille. Plus de 4 mois. Un yaourt avec ou pas? On va voir si après elle a encore envie. On aime bien manger dans la famille. Donc elle en plus elle adore manger. Quand Hugues reviendra, sa petite fille aura plus d'1 an. Hugues, il a eu de la chance que je suis tombée amoureuse de lui avant d'être militaire. Et j'étais bien engagée dans le sens où, voilà, maintenant il faisait partie de ma vie et il a choisi de s'engager. Il aime ce qu'il fait, donc à partir de ce moment-là, je fais avec. Et puis, de toute façon, je vais pas bloquer la porte pour qu'il ne peut pas partir. Il est clair, hein, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être, mais je suis conscient que j'ai derrière moi une famille, une petite fille, une femme. Mais si je veux faire correctement mon boulot, il faut que le jour J, je fasse abstraction de ça. J'ai pas envie de faire durer le départ trop longtemps non plus. Je pense que je vais le déposer au régiment, qu'on va s'embrasser puis que je vais repartir dans la foulée. C'est pas le lundi à 18h qu'on va réellement se dire au revoir. On a déjà commencé. Est-ce qu'elles vont s'en sortir sans moi? Est-ce qu'elle va pouvoir gérer la vie en France sans moi? Claire ne travaille pas. Pour elle, cette séparation est une première qu'elle appréhende. C'est un peu angoissant de se dire, bon, on va être seul pendant 4 mois. Mais comme lui, il veut paraître rassurant d'être parti, moi aussi, je veux paraître zen à ce niveau-là aussi. À 15 jours du départ, les entraînements se multiplient. Casqués, armés, Hugues, Jean-Marie, Ludovic et les autres commandos parachutistes se retrouvent pour une semaine d'entraînement au sol avec leurs armes. Objectif, libérer un otage détenu dans cette maison et l'évacuer. Parlez-moi fort, les gars. Décale-toi du mur, décale-toi du mur. Décale-toi du mur. Ok, go.
Dans la maison, la première équipe conduite par Hugues s'équipe au paintball. Prado. Le 2 c'est Filou. Le 3 c'est Xav. 4 et 5, le 30 c'est le chef d'équipe. Filou. Les mecs vont progresser comme ça, donc pas d'image parasite par rapport au secteur où ils vont progresser. Jean-Marie, lui, va diriger la deuxième équipe chargée de sauver le prisonnier. Cet instructeur est l'initiateur de cette technique très spéciale de combat, le paintball, qui permet de se retrouver dans des conditions proches de la réalité. Le paintball, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment, pour mettre les gens dans une position la plus stressante possible, c'est-à-dire la peur de prendre un coup. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà pris une bille, je pense qu'un collègue à vous a pris une bille, donc il a senti. Ça vous fait des beaux hématomes. Donc il y a une peur, ce n'est pas une peur qui ressemble à celle de mourir ou de prendre une vraie balle, c'est déjà quelque chose qui se rapproche de prendre un coup qui fait mal. Tant que ça se passe bien, ça se passe bien. Quand ça se passe mal, il faut que ça aille très vite. D'accord? C'est vu? C'est parti! À l'extérieur, les hommes de Jean-Marie tentent d'entrer dans la maison. Ok, nous on avance jusqu'à la maison d'en face. Ok, jusqu'à la maison d'en face. Allez, ok, on vous appelle. C'est parti, merci. Dans le rôle de l'ennemi, à l'intérieur de la maison, les instructeurs défendent leur position. Ok, plafond. Impossible de tricher, les balles laissent une marque de peinture verte et font très mal. Un gars qui se prend une bille de paintball, la fois d'après il réagit comment? Il se cachera mieux. Il se cachera mieux. Ou il courra plus vite. Pour le moment, je ne l'ai pas encore senti, mais ça doit donner une sensation de douleur. C'est un peu plus de la réalité quand même. Le paintball, on sent l'impact. Donc on fait plus attention. Une balle blanc, le mec qui nous tire, bon, on fait comme s'il nous avait pas touché. Le paintball, ça rappelle à l'ordre rapidement, quoi. J'en ai pris une autre fois, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait des gros bleus, quoi. Le prisonnier reste sur place. Tapis, je vais remettre en place. Et ensuite, vous me rejoignez au point de récup. En avant. L'équipe de Jean-Marie a réussi. Elle tente de mettre l'otage à l'abri. La tortue, la tortue. La tortue consiste à protéger l'homme libéré en formant comme une carapace autour de lui. Fin de l'exercice et premier bilan avec Lionel, le patron des GCP. Alors vous avez tous vu, je pense, à quoi servait le paintball. C'est pas un jeu, c'est un outil de travail. Pourquoi? Parce que la sanction elle est immédiate. Dès que vous êtes touché, vous le sentez. Là c'est clair et net. Alors pensez bien au basique. On ne tire pas en bougeant, il faut être appuyé. Quelques heures plus tard, entraînement au tir de nuit avec camouflage et lunettes de vision nocturne. 95% des opérations dangereuses se font de nuit chez les GCP. Alors ils s'entraînent dans le noir à balles réelles, dans les conditions d'une vraie mission. Un exercice essentiel pour la maîtrise de soi et la confiance parfaite dans ses coéquipiers. Jean-Marc Tanguy est un expert des forces spéciales de l'armée française. Jean-Marc Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous qui les connaissez bien, pouvez-vous nous dire qui sont ces hommes qu'on appelle les GCP? On ne devient pas GCP en arrivant directement à la société civile. Il faut d'abord avoir un minimum d'expérience dans l'armée tout court. Donc en général, on passe plusieurs années comme parachutiste, dans son régiment parachutiste, puis par des progressions, on se sent prêt à tenter les sélections. On les tente, on les a, et ensuite on a un stage de formation qui est étalé sur 14 semaines, dans lequel à tout moment, potentiellement, on peut ne plus sentir la force d'aller plus loin. Vos instructeurs peuvent décider que vous n'avez pas le niveau pour poursuivre. Donc de ce fait-là, c'est une forme de remise en cause permanente. Et c'est vrai qu'il y a des gens à qui ça ne convient pas. Vous qui les avez côtoyés, est-ce que vous ressentez ce qui les anime? Je pense que comme beaucoup de militaires français, ils sont évidemment... Ils ressentent du patriotisme. C'est d'abord ce qui les a amenés à l'armée. Vous croyez que c'est ça qui les amène au départ à l'armée? C'est vrai que ça peut parfois sembler être des mots un peu abstraits, mais pour en parler régulièrement avec eux, c'est quelque chose d'important. Qui représente quelque chose Bien sûr, pour le drapeau, enfin, quand ils voient le drapeau français flotter dans la cour de leur quartier, ça représente quelque chose, c'est pas qu'un bout de tissu. Dès le lendemain, Jean-Marie reprend un autre entraînement, l'aérocordage. Le premier descend à gauche. Une spécialité des GCP, un moyen efficace et rapide de largage à terre. Avant leur départ, les commandos paras vont en réaliser des centaines. On les travaille énormément ici, sans ennemi, de manière à ce que le jour où on soit en opération, ce soit quelque chose qui se passe naturellement.
Et ce sera donc une pression psychologique en moins. T'aimes ça? J'adore. Ouais. Ça demande beaucoup d'être GCP? Ça demande beaucoup, énormément. Sur les 5 semaines qu'on vient de passer, on a dû avoir 3 ou 4 week-ends entamés et 2 week-ends passés sur le terrain. Donc ça demande énormément au niveau personnel, au niveau familial aussi. Là, il faut regarder les ans quand on rentre. Et dès que les cordes sont lancées, que vous avez visualisé que la corde est délobée correctement, que le sac est à terre, n'attendez pas que le chef largueur dise que c'est bon, elles sont à terre, vous l'avez vu, commencez déjà à vous prééquiper. Ah ok, d'accord. Autre spécialité des GCP, la grappe. Cette manœuvre est destinée à évacuer un maximum d'hommes en un minimum de temps, sans poser l'hélicoptère. Un avant-goût de leur mission en Afghanistan et en Côte d'Ivoire. On se met en couple, en fait. On se met avec son binôme et on essaye de se mettre dos au vent, comme ça on ne crème pas le vent de face. Et on a plus de facilité à porter sur le vent à plat. Vous tenez physiquement, on a du mal ou alors on peut tenir longtemps? Oh non, on peut tenir un bon moment. Hein. C'est comme si vous étiez assis sur une balançoire, pareil. Une balançoire qui vole à 200 km/h, à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Gérald aussi va partir en Afghanistan avec Jean-Marie et Ludovic. Ce sera la 5e mission de sa carrière. Gérald est GCP depuis 9 ans. Malgré l'expérience, son goût du risque reste intact. Notre vie, elle tient qu'à ça, en fait. Après, les sensations, c'est un moyen de transport relativement rapide. Et donc ça nous amène pas mal de vitesse quand on vole, quoi. Donc ça fait des sensations à proprement parler de vitesse. Après, c'est le pied. Après une semaine d'entraînement intensif, Gérald rentre chez lui à Tarbes. Pour un GCP, pas toujours facile de retrouver le quotidien. C'est relativement fatigant parce que même si on a confiance au matériel, si il y a quand même pas mal de doses d'adrénaline et ça nous... Quand elle redescend, il n'y a plus d'excitation et c'est le contre-coup et on est un peu vidé quand même. Gérald et sa femme Magali attendent leur premier enfant. Donc on attend un bébé pour le mois de juin. Gérald sera en Afghanistan, donc il sera certainement pas là quand le bébé arrivera. Le fait de ne pas être là pendant l'accouchement, forcément c'est dérangeant. Mais ça fait partie des concessions qu'on doit faire quand on fait notre métier. Donc à la limite ça ne me dérange plus à partir du moment où on a pris la décision avant. Gérald part en Afghanistan dans quelques semaines. Il a décidé de passer le plus de temps possible avec sa femme. Exceptionnellement, il l'accompagne même au marché. Quand je suis rentré en équipe commando, le choix était fait à deux aussi. J'aimerais bien avoir des litchis. Des litchis, qu'est-ce que tu veux? Voilà, Gérald. On va prendre des litchis qui coûtent très cher. Mais c'est Gérald, il fait jamais les courses, alors il sait pas. Je le savais quand je me suis mariée avec Gérald. Les moments où on allait faire les courses, ça n'allait pas arriver souvent, quoi. Je voudrais un poulet, s'il vous plaît. À force, on se taperait dessus si on était tout le temps en permanence ensemble. Donc ça nous convient. Moi, je me suis organisée ma vie quand il n'est pas là, comme si j'étais toute seule. Mais cette fois-ci, la séparation risque d'être plus difficile. Magali sera seule pour la naissance de son premier enfant. À 48 heures du départ pour la Côte d'Ivoire, nous retrouvons à Paris Lionel, le patron des GCP. Il sort de sa dernière réunion à l'état-major. Après-demain, lui aussi va partir. On a toujours cette inquiétude quand on s'en va, de devoir rentrer avec une personne ou plusieurs de moins. On fait un métier dangereux, difficile. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. Voilà, on a ce souci. Retrouver les familles, c'est une chose. Refaire le point sur soi-même, sur son entraînement, sur sa vie professionnelle, c'en est une autre. Et partir, bien sûr, c'est le but légitime de chacun. En Côte d'Ivoire, Lionel et les hommes du GCP vont rejoindre les 3000 hommes de la force Licorne. Ce soir, il rentre chez lui à Toulouse pour les dernières heures en famille. Je vais dormir cette nuit. Pourvu que je ne croise pas maman en rentrant. J'ai enlevé les chaussures à l'entrée. J'ai enlevé les chaussures dans l'ascenseur déjà. Tu décolles. Mais je voulais pas faire de bruit en rentrant.
Lionel a épousé Marie il y a 13 ans. Elle avait déjà 2 enfants de son premier mariage, Marie-Anne et Guillaume, aujourd'hui jeunes adultes. Pour Marie, les départs de Lionel sont toujours une source d'angoisse, car son premier époux, officier lui aussi, est mort en mission. J'ai continué quelque chose parce que j'étais déjà mariée à un militaire qui était également parachutiste dans l'infanterie de marine. Pareil, avec lui j'ai connu des missions à l'extérieur importantes, comme le Liban par exemple, où là c'était même 6 mois de séparation totale. Et puis voilà, lors d'une autre mission, je l'ai pas vu revenir quoi, dans une boîte. Donc c'est vrai que c'est pas... Donc je sais de quoi je parle quoi en fait. Ah, c'est pour ça que cette nuit je me suis réveillée à 3h30 du matin. Et c'est comme ça quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Pour les départs, c'est la cata, hein, parce que je suis un peu bloqué là-dessus. Comme je veux pas montrer mes sentiments, montrer que je suis triste, il faut que ça aille très très vite quoi. Ouais, il se passera rien de spécial en fait. Donc je dis au revoir à tout le monde et puis le plus rapidement possible et puis je m'en vais quoi. Et puis voilà. C'est parti. J'essaie de banaliser l'affaire, bon parce que d'abord c'est pas la première mission que je fais. Hein, Pour cette dernière journée avant son départ en Côte d'Ivoire, Lionel emmène tout le monde au golf. La famille a besoin de partager ces derniers moments hors de la maison pour dénouer les tensions. C'est important, je crois, pour la famille parce que il faut que la famille soit très soudée, il faut qu'elle puisse se reconstruire aussi parce que chaque fois que je m'en vais, mon épouse vit toute seule avec les enfants et elle vit notre vie. Donc quand je reviens, je suis un peu la pièce rapportée et il faut que je retrouve ma place. Dans la famille, c'est Guillaume qui exprime le plus d'inquiétude liée à la mort de son père. J'ai déjà bien sûr envisagé le pire et je vais vous dire la vérité, c'est pas la première fois. C'est pas seulement pour ce départ-ci, mais pourquoi? Parce que j'ai mon père qui a eu un accident en mission quand j'étais jeune et depuis ça m'obsède et je sais que le fait que ma mère soit remariée avec un militaire en fait, c'est synonyme d'un peu ce qui s'est passé il y a maintenant 14 ans quoi. Et moi je sais que... T'as peur que ça se reproduise? Très peur. Je ne m'en remettrai pas. On sait qu'il y a toujours une part de risque dans ce que fait Lionel. C'est comme ça, je veux dire, on vit avec. Mais on essaye de prendre sur nous, de pas en parler parce qu'il faut que tout le monde se serre les coudes et que dans la vie c'est ça, la vie c'est pas toujours marrant. On perd un proche et puis on sait que le prochain pourrait lui arriver la même chose. Je crois qu'il y a un moment où je vais décider d'arrêter tout ça quoi, pour rendre la monnaie un petit peu à la famille, pour tout ce qu'ils ont donné, tous les sacrifices qu'ils ont fait. Pour moi c'est un devoir aussi, voilà, de renvoyer la balle. Lionel part le lendemain. C'est difficile, hein. C'est difficile pour elle, pour moi. Bon, la petite, elle était couchée déjà depuis 1 heure, donc... Et puis bon, elle saisit pas encore tout, donc c'est pas plus mal. Et je pense que le plus difficile, c'est ça. C'est jusqu'à l'heure du départ, avant l'heure du départ, et puis ensuite, une fois qu'on est parti, on est parti. Bon là, elle est malade, sinon elle m'aurait accompagné au régiment. Donc, je pense quelque part, c'est mieux. Au régiment à Carcassonne, avant le départ, le chef de corps salue ses hommes. Détachement Licorne, UCL, SRR, 30 compagnie, effectif 130 personnels sur les rangs. Armand McConnell. Merci. Détachement Licorne, à mon commandement, repos.
Bien, quelques mots rapides. Demain, nous serons engagés dans une mission délicate, peut-être difficile, au service de la paix, au service de la France. Cette mission, nous l'exécuterons avec ce qui fait notre force, cet esprit de corps qui unit les parachutistes et les chefs entre eux. J'ai confiance en vous individuellement et collectivement. Et je sais que vous serez fiers et forts à l'image de notre régiment. Ce soir-là, avec Lionel et Hugues, 130 parachutistes embarquent pour Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils vont rejoindre les 3000 hommes du contingent français de la Force Licorne. Au revoir les gars. Ciao, à bientôt. Tarbes, 4 h du matin. Jean-Marie lui aussi s'apprête à partir pour l'Afghanistan. Toute sa famille est endormie. Ils se sont déjà dit au revoir dans la soirée. Dernier moment de tendresse avant la longue séparation de 6 mois. C'est cette importance de la famille, l'importance de l'épouse qui est là pour gérer le foyer quand le mari est absent, pendant parfois des mois. Vous qui avez été à leur côté, comment ils vivent ce manque pendant ces longs mois d'absence? Je pense que c'est quand même des militaires qui, comme la plupart des militaires, s'investissent dans leur mission. Donc il est évident que quand on est en Afghanistan, qu'on prend des risques, la première préoccupation, elle est d'abord sur l'accomplissement de la mission et de revenir. Parce qu'évidemment, vous causerez une peine évidemment à votre famille si malheureusement vous ne reveniez pas. Donc ils sont d'abord concentrés avant tout sur ça, revenir et accomplir cette mission. On a l'impression, encore une fois quand on voit dans le reportage, que la séparation, elle est beaucoup moins difficile à accepter et à supporter pour eux que pour leur famille. Ce qu'ils disent souvent, c'est que la force qu'ils ont en opération, ils la doivent avant tout à leurs épouses qui tiennent les familles, quelquefois dans des conditions parfois difficiles, puisqu'on sait que la vie aujourd'hui est difficile dans nos sociétés, mais que justement le mérite en revient à ses épouses. Moi je ne connais pas d'épouses particulièrement de GCP, mais je connais des maris qui m'ont parlé de leurs épouses. Je crois qu'on peut parler également de femmes d'élite, même si le terme peut un peu faire sourire. Néanmoins ça correspond, je pense, à une vraie réalité de ces familles et de ces situations. Afghanistan. Depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001, la force internationale a déployé plus de 30 000 hommes de 30 pays membres pour sécuriser et reconstruire le pays. Mais ce pays de montagne continue d'être dévasté par la guerre civile, la pauvreté et la corruption. Il est devenu le refuge de terroristes du monde entier. Ludovic et Jean-Marie sont chargés de faire du renseignement dans la lutte antiterroriste. Ici, le danger est partout. Le risque d'attentat est maximum. L'Afghanistan est devenu l'un des pays les plus dangereux du monde. Maintenant, c'est bon pour vous? Donc on embarque Ludo en tête. On rentrerait comme d'hab. Après 30 ans de guerre, il y a des armes partout. Devant les menaces, Jean-Marie et ses hommes doivent multiplier les précautions. Dès qu'ils sortent du camp militaire, ils signalent leur parcours. Avant chaque départ, le message départ à remplir auprès du centre opération. C'est simplement pour préciser qui on est, combien on est, avec quoi on est et où on va. Hein, de manière à ce que le centre des opérations sache exactement où sont toutes ces billes. Hugo, pareil, vous montez à gauche. Pour tout ce qui est déplacement, on garde l'arme de poing entre les cuisses. Ça permet en fait de... S'il y a un risque d'attentat ou quelqu'un qui arrive armé sur le véhicule, eh ben ça nous laisse au moins un minimum de chance pour intervenir. Ça me permet d'intervenir à partir du 4x4 au plus rapidement. Et puis Dan, lui, ça lui permet de dégager la zone. Là, il y a une balle en chambre, ici. Vous la voyez? Il y a une balle en chambre. Et j'ai juste à appuyer sur la détente et le coup il part. Ça me permet en un minimum de secondes de riposter.
Dans quelques instants, dans Révélation, vous découvrirez comment les hommes du GCP vont tenter de piéger un terroriste. Il y a a priori une menace contre la force sur un des districts de notre zone. Client assez délicat là. Peut-être infiltré dans un réseau terroriste et qui revendrait les informations aux plus offrants. En Afghanistan, chaque jour, les équipes commandos sortent du camp à bord de 4x4 banalisés pour rester discrets. Les pièges sont partout. Jean-Marie est chargé des itinéraires. On essaye, dans la mesure du possible, le plus souvent possible, de varier les itinéraires d'aller et de retour pour éviter la routine. Si quelqu'un nous observe, si des terroristes nous observent, ou des gens qui veulent du mal à la force nous observent, s'ils voient qu'on passe tous les jours au même endroit, à la même heure, les mêmes véhicules, la routine s'installe. Eux, ça peut leur permettre de préparer un IED ou un attentat contre la force. IED, c'est un engin explosif qui est posé sur le bord de la route, qui est en mesure de pouvoir détruire un voire deux véhicules. Soit ça peut être tout simplement quelqu'un dans un véhicule qui se fait exploser avec le véhicule. Jean-Marie et Ludovic viennent de sortir de Kaya, le camp militaire où ils vivent au nord de Kaboul. Le long de l'aéroport, Kaya est une véritable ville fortifiée où sont regroupées les forces armées de la coalition internationale. Le lieutenant Wagner est le chef de Jean-Marie et Ludovic. Il accompagne ses équipes sur le terrain. Les missions sont toujours très risquées. Et de retour au camp de Kaya, c'est lui qui analyse les renseignements recueillis par les hommes. Chaque jour, les GCP sont confrontés à des menaces d'enlèvement, de guet-apens ou d'attentats suicides. L'Afghanistan est le 3e pays au monde le plus touché par des attentats terroristes. Une recrudescence considérable de la violence, due au retour des talibans et des combattants d'Al-Qaïda dans le pays. Juste avant notre arrivée à Kaboul, un attentat suicide contre le président du Sénat afghan avait fait 6 morts et 2 blessés graves. Le véhicule du président du Sénat, véhicule blindé, donc il y a quand même pas mal d'impact. Malheureux petit vieux qui passait par là. Tout attentat est analysé et de façon à justement trouver des ripostes et des parades à leur procéder. Ce matin, Jean-Marie et Ludovic partent pour une mission de renseignement. Ils ont rendez-vous avec un informateur qui doit leur faire des révélations sur un réseau terroriste. Pour leur sécurité, ils utilisent des noms de code. D'accord, pour toute conversation devant la caméra, ce sera Alpha et Bravo. On a eu un appel d'un contact ce matin. Il y a a priori une menace contre la force sur un des districts de notre zone. Donc on va prendre contact physique avec lui pour essayer de confirmer les éléments et pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Client assez délicat là. Assez délicat, oui. Particulièrement délicat, peut-être infiltré dans un réseau terroriste et qui revendrait les informations aux plus offrants. Voilà, donc à prendre avec délicatesse. Comme parfois dans ce genre d'opération de renseignement, le rendez-vous va se dérouler en voiture. Du gouvernement à gérer les problèmes. C'est Jean-Marie qui va discuter avec l'informateur. Ludovic, lui, sera derrière dans un autre véhicule pour assurer sa protection. Donc Jean-Marie, lui, il est dans son entretien, il ne peut pas assurer sa sécurité. Donc nous, on assure la sécurité du surf et la nôtre. Je sais pas être parano, mais ça peut peut-être nous sauver la vie. Dans la voiture devant nous, Jean-Marie est équipé d'un micro. Nous allons tout entendre de son entretien avec l'informateur. Tu feras l'entretien sur place ou tu veux rouler? Bon, on est sur zone, je vais prendre le contact avec lui dans le véhicule. Ça marche. L'informateur veut parler d'un groupe de terroristes et d'un certain Habib, leur chef. Jean-Marie mène l'entretien avec son traducteur. Ils sont arrivés hier soir dans le Valais. Hier soir? Des mines, des EOD, d'autres types de munitions comme roquettes. Ils ont beaucoup de moyens. Le plus important, c'est d'arrêter la tête du réseau. Donc, même Karzai qui a donné ordre pour tuer lui. Ouais. Parce qu'il est très dangereux. Et il y a un prix pour chez le gouvernement, c'est $20 000. Ouais. Dès qu'on tue, on arrête lui, on appelle pour le gouvernement, voilà, moi j'ai arrêté lui ou moi j'ai tué lui. Sur place, j'attends, il nous donne $20 000. Ça c'est son business à lui, il n'y a pas de problème, on n'ira pas lui chercher ses sous. Il faut qu'il comprenne qu'on ne peut pas s'engager tant qu'on n'a rien. Brusquement, Ludovic a l'impression que Jean-Marie est observé. Ils ne veulent prendre aucun risque. Ils décident alors de déplacer leur voiture. Toujours en protection, Ludovic suit Jean-Marie. En route,
l'entretien continue. J'ai pas de confiance sur les autorités ici. Peut-être qu'il fait une opération, il arrête ce type de gens, et demain ou après-demain, il relâche. Ouais. Et ça, c'est un grand risque pour nous. Même si qu'il promesse, il ne donne rien. Hibou 21. Ouais, Hibou 21. Ouais, on a bientôt terminé l'entretien. Ensuite, on basculera directement sur Bravo. Reçu. Ouais, Hibou 21 suivi. Lycette à chacun, voilà. Fin de l'entretien. L'informateur quitte la voiture de Jean-Marie. Hibou 2, retour. Ouais, merci Major. Ouais, j'en prie. Rentré au camp, Jean-Marie fait son rapport. Je viens vous faire le compte rendu concernant le contact que j'ai eu. Donc ça, c'est des noms que j'ai déjà entendus aussi, moi. Pendant des semaines, Jean-Marie et Ludovic vont ainsi travailler sur ce réseau terroriste. Un peu plus tard, Habib, le chef de l'organisation, sera arrêté, mais immédiatement relâché grâce à ses complicités chez les autorités afghanes. La maison, où est le mec et tout. La Côte d'Ivoire, un pays divisé par plusieurs années de guerre fratricide. Au moment de notre tournage, un soulèvement armé divise le pays. Le nord et l'ouest tombent aux mains des rebelles. Le sud reste sous le contrôle des forces loyalistes du président Gbagbo. Entre ces régions ennemies, une zone tampon, la zone de confiance, interdite aux rebelles et aux forces loyalistes, un endroit très sensible qui peut basculer à tout moment dans la guerre. C'est ici que l'ONU est chargée de faire respecter la paix. Et c'est dans cette poudrière que Hugues et ses hommes sont en mission depuis quelques semaines. Ce matin, Hugues est dans un village. Il cherche des volontaires pour le guider jusqu'à la frontière du Libéria. Il doit identifier les passages clandestins entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Il faut dire au chef de village, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous, on va juste voir où les gens peuvent passer, d'accord, pour arriver ici. C'est tout ce qu'on veut. Ce contrôle est important, car c'est par ces points de passage que les trafiquants d'armes, de drogue et les bandes armées entrent en Côte d'Ivoire et terrorisent la population. La progression des GCP doit se faire dans une discrétion absolue. Hugues et ses hommes communiquent par des gestes codés. Pas un mot pour se parler, car la zone est très sensible et dangereuse. À tout moment, les commandos paras peuvent tomber dans un piège face à des hommes armés. Apparemment, ce village est vide, mais les commandos paras vérifient chaque case pour en être sûrs. Jusqu'au bout de leur route, les soldats vont rester très prudents, vigilants, silencieux. Ils arrivent à la frontière avec le Libéria et tombent sur un groupe de villageois. Et toi, le chef? Ici? Le chef, ici, là? Tu es du village? Oui. Visiblement, cet homme en jaune a peur. Il lâche ses coupes-coupes. Tu peux garder le coupe-coupe, hein? Tu peux le garder. Ils ont peur? Hein? Un peu, hein? Ouais, si. Il y en a qui habitent en face. En face, c'est le Libéria. Je pense qu'il habite en face un peu, lui, non? Dis-lui de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'inquiète, là. Hugues l'a bien compris. L'homme en jaune vient du Libéria. On n'est pas dupes. La journée et les activités, elles sont un peu plus normales. Ce qu'on peut craindre davantage, c'est sans doute des patrouilles de nuit. Et à l'instant T, comme on ne le maîtrise pas, des gens qui décident du jour au lendemain, connaissant très bien les environs, de passer de l'autre côté de la frontière et d'aller direction la Côte d'Ivoire. Même si tout est calme, Hugues et ses hommes vont inspecter la rivière. C'est une rivière qui marque la frontière avec le Libéria, sans poste de garde ni contrôle.
Un peu plus loin, en face, du côté du Libéria, le guide aperçoit quelqu'un qui est sur le point de traverser. Tout le monde se méfie. Le guide intervient. Il prévient que les soldats de la force licorne sont là et qu'ils surveillent la frontière. De ce côté-là, donc c'est le Libéria, et de ce côté-là, la Côte d'Ivoire. On est juste sur le passage, c'est la rivière qui matérialise la frontière. Parce qu'ils ne sont pas très loin, elles sont cachées ici. Tout ce que nous sommes en train de dire, ils comprennent là. Après, ils vont aller transmettre ça à leurs frères là pour dire que, attention, souvent il y a des licornes qui sillonnent le bord. Donc vraiment, faites beaucoup attention. Et ça va freiner aussi le trafic de drogue, le trafic de balles. Après cette journée ensemble, le guide ne peut pas laisser les soldats français partir comme cela. Dans un pays en guerre civile, il veut leur confier son désespoir. Nous sommes vraiment fatigués de la guerre. Vraiment, nous les innocents, nous sommes fatigués. On a fait Makoussi, rien n'est passé. On a fait Accra, rien n'est passé. C'est à vous aussi de trouver la solution, c'est pas nous. Mais nous, on peut que vous aider. Tous nos enfants sont au village, ils ne vont plus à l'école à cause de la guerre. Dites au président français que vraiment que votre frère ivoirien, votre fils ivoirien, vraiment ils sont fatigués de la guerre. Je ferai part à mes supérieurs, à mes chefs. Je ne suis qu'un simple soldat. Finalement, Hugues et ses hommes ont réussi à repérer les passages sensibles. Ils marchent depuis le matin par une chaleur accablante. C'est l'équivalent d'un plongeon dans une piscine. Voilà, quand on va se déséquiper tout à l'heure, je pense qu'on va pas être triste. Ah, il faut y aller. On ne peut plus. On va craputer comme des dingues. Mais là, ça va. On va être récupéré en véhicule. Ça va changer un peu. Pour Hugues et son équipe, en Côte d'Ivoire, depuis 2 mois, la fatigue s'accumule. On la sent arriver, la fatigue, en fait, parce que, mine de rien, le rythme, il est exigeant. Le fait de rentrer et de repartir sur très court préavis qui fatigue les organismes, parce qu'on n'a pas véritablement le temps de récupérer. Et c'est un pays voilà, dans lequel on n'est pas né, on n'est pas d'ici, quoi. Après une mission délicate, les soldats ont droit à un peu de repos. Une fois les armes nettoyées, ils vont tous se précipiter sur Internet. Hugues est impatient de retrouver Claire et Lise pour quelques minutes. Cela fait plus de 2 mois qu'il n'a pas pris son bébé dans ses bras. J'ai réussi à me connecter avec ma femme et j'ai le bonheur suprême d'avoir réveillé ma fille. Donc je vais la voir en direct. Voilà. La tête qu'elle fait. C'est super. Oh, quelle bouille elle a. Ses dents sont énormes. Oh la puce. Elle est trop belle. Coucou ma fille. Tu m'entends bien là toujours? Ouais, ça s'est bien passé. Bon, on va repartir hein. Dès vendredi là. Au même moment, en Afghanistan, nous retrouvons l'autre groupe du GCP en mission. Ludovic et Jean-Marie se rendent dans le nord du pays. Ils ont rendez-vous avec les services secrets afghans, car les attentats se multiplient. Le travail des Français est intensif. Bonjour. Salam alaikum. Oui, c'est par là, ouais, c'est par là. Ouais. La piste la plus merdique, normalement, c'est celle qu'on va prendre. Pour Ludovic, ce rythme soutenu est un moyen de mieux supporter l'éloignement avec sa famille. La mission passe vite, elle nous prend du temps, ça nous laisse pas le temps de réfléchir. Réfléchir à la vie que mène notre famille en France. On est ici à 4000 km de nos proches. C'est normal qu'on a une petite pensée pour eux, quoi. Je veux dire, il faut pas rester là-dedans, faut pas s'enfermer là-dedans parce que sinon on vit plus. Quoi. Et cette mission nous permet de ne pas y réfléchir. On est parti au Qatar, on est parti en Côte d'Ivoire, en Afrique, Tchad, Centrafrique, Bosnie, Kosovo. Ça fait partie du quotidien du GCP. Brusquement,
Ludovic arrête sa voiture. Les hommes ont repéré des munitions explosives au milieu de la route. On va aller voir ce que c'est, il y a un mortier sur la piste. Un mortier qui peut exploser au moindre contact. C'est un message. C'est un message. C'est-à-dire que je suis passé hier sur la piste, il n'y avait rien. Là, c'est la population, les villageois, qui mettent exprès les munitions sur la piste, pas pour nous faire peur ou nous attaquer. Hein. C'est pour dire la zone est polluée. Les Français, s'il vous plaît, venez dépolluer la zone. Et pourquoi ils vous le disent pas directement? Eh bien, ils le disent, mais il y a tellement de zones polluées, en fait, dans la Chamalie, c'est énorme. Le génie ne peut pas être partout. Toutes les semaines, il y a des gamins qui pètent sur des mines parce qu'ils jouent avec et parce qu'ils y touchent. Les GCP doivent d'urgence signaler toutes ces munitions dangereuses. Ludovic, qui a 2 jeunes enfants, se sent particulièrement concerné. Si je peux les aider dans le sens de la paix, eh ben, je le ferai un maximum, quoi. Parce que quand on est père de famille, qu'on a des petits de 5 ans et 2 ans, quand on voit ce qu'on voit ici, c'est pas normal, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Donc on essaie de faire de son mieux, quoi. On essaie de faire de son mieux. Et c'est surtout pour eux que je fais ça. C'est surtout pour les enfants. Tu penses à ton regard, toi, en tant que papa, tu penses... Ah ouais, c'est clair. On est obligé. On est obligé, c'est obligé. Que ce soit un enfant afghan, un enfant africain ou français, ça reste un enfant. Il n'a pas le droit de vivre là-dedans, dans les munitions, et se péter le bras et être handicapé à vie. Ils n'ont pas le droit, ça. En fait, ils en ont pour des heures, car il y a des explosifs partout. Oui, il est parti en voir une autre là encore. Il y en a en bas, Jean-Marie? Là, il y a une sumule, là, donc c'est bon, on l'a repéré. D'accord. Là, ils sont partis ensemble. Ouais, Freddy, tu peux me séparer la pompe de peinture qui est dans le coffre, s'il te plaît? Allez, je vais faire un marquage. Normalement, c'est bon, c'est à qui que j'ai donné. Hein? Fais attention à toi, hein. Et chat. Faut garder, hein. Faut garder. Qu'est-ce que t'as fait, Jean-Marie, là? J'ai donné un tout petit billet, là, de manière à ce qu'il garde les munitions, il s'assure que personne n'y touche, au moins jusqu'à demain. Parce que ce qui se passe régulièrement, si on trouve des munitions le jour J, le lendemain, le surlendemain, on envoie les OD, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que les grandes personnes sont au courant, elles récupèrent, elles entassent, elles font un paquet et elles revendent au plus offrant. Vous savez ce qui est marqué ici, là c'est marqué ISAF, mais en dari en dessous, c'est marqué aide et sécurité. Alors ce qu'ils voient en fait, les enfants et la population ici, ils ne voient pas le mot ISAF, ils voient marqué aide et sécurité. Donc ça veut tout dire, hein. C'est pour ça qu'ils nous arrêtent. Regardez en face, les enfants. Partout dans le monde, comment sont perçus ces soldats par les populations locales? En général, plutôt bien, mais la réalité peut varier d'un pays à l'autre. Si on prend l'exemple de l'Afghanistan, on se tenait régulièrement ce qu'on appelait des shouras. C'est des assemblées de notables, souvent des maleks, l'équivalent de nos maires. Et en fait, vous aviez une dizaine de maleks devant vous et les militaires français venaient expliquer ce qu'ils faisaient, ce qu'ils feraient, ce qui peut constituer une forme de risque, puisque expliquer ce que vous allez faire, c'est offrir une forme de vulnérabilité. Mais c'était une marque de confiance, justement, qu'ils faisaient à ces Afghans et accompagner ça de projets de développement. Quand vous développez les sociétés dans lesquelles vous êtes déployés, c'est sûr que, a priori, ça permet d'être mieux compris. Ça permet de prouver que vous n'êtes pas là pour agresser, mais pour faire en sorte que les choses se règlent. Si vous prenez l'exemple de l'Afghanistan, c'est un pays qui est pauvre, hein, tout le monde le sait, qui a des fonds en eau, mais l'eau est parfois enfouie très profondément. Si vous creusez un puits, vous apportez du développement. Si vous apportez de l'électricité sur un marché, vous lui permettez d'ouvrir plus tôt, de fermer plus tard, éventuellement de pouvoir réfrigérer un certain nombre de choses. Donc vous rendez service. Là où évidemment c'est plus difficile, c'est quand vous êtes avec des djihadistes qui sont là pour faire valoir une idéologie, et donc les choses sont plus complexes. À Kaboul, Gérald appartient à la 2e équipe du GCP. Depuis son arrivée, il y a 3 mois, il est chargé de la protection de toutes les autorités françaises en Afghanistan. Une mission à haut risque. Un peu de distance, peut-être qu'on prend le véhicule. Il est en voiture? Peut-être, c'est pas sûr encore. Pendant ce temps, en France, sa femme Magali en est au 8e mois de grossesse. Elle téléphone régulièrement à Gérald, mais pour elle, le temps commence à être long. Pour moi, il est dans un bureau, enfermé, et il risque rien. Même je sais que c'est pas du tout ce qu'il fait, mais voilà, c'est ça que j'imagine. Il risque rien, il fait son travail en sécurité. Mais ouais, il sourit, il a l'air heureux, donc je vois pas son attirail avec son fusil, ses pistolets, tout ça, ça me va très bien. Je vois que son visage, il est en train de regarder le paysage là. Pour moi, c'est tout. En fait,
Gérald n'a pas beaucoup de temps pour regarder le paysage. Il travaille dans un pays en guerre. Et aujourd'hui, il s'entraîne car dans 24 heures, une haute personnalité de l'état-major arrive à Kaboul pour une visite officielle. Gérald et son équipe seront chargés de sa protection. C'est la dernière répétition avant le jour J. La chose qui prime pour nous le plus, c'est la sécurité du chef. L'équipe, après, il faut qu'elle se débrouille toute seule. Le but, c'est rouler, jusqu'à ce qu'on soit en zone sécurisée. Ça arrive un peu plus souvent sur Kaboul, les gars qui se font péter la terrine pour essayer de détruire une autorité, quoi. C'est arrivé il y a 15 jours. Ouais, à peu près. Le lendemain, dès l'aube, les hommes sont en position. Aujourd'hui, on reçoit le SEMA, donc forcément, le chef a prévu un programme plus que chargé pour qu'il voit le maximum de personnes. Donc la journée va en effet être relativement chargée. J'imagine qu'une personne comme ça doit être quand même une cible de choix pour les terroristes. Sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul, un dispositif de protection exceptionnel. Des dizaines d'hommes en alerte. La haute personnalité de l'état-major, c'est le général au béret bleu marine. Pour tous les soldats français en Afghanistan, cette visite a une grande valeur symbolique. Votre mission, ici, est d'apporter la part de la France à la lutte contre le terrorisme international en essayant de remettre sur pied ce pays qui a été secoué par de longues occupations des talibans et ensuite par la guerre que nous leur avons conduite et qui n'est pas terminée. J'ai été sensible au fait que deux de vos camarades ici aient été blessés en participant à des opérations de déminage. Je souhaite, à cet égard, que vous n'oubliez jamais, pendant les mois qui vous restent ici, à quel point la situation dans la région de Kaboul est fragile. Jamais vous ne devez baisser la garde. Guillaume, derrière toi en fait, il y a pas mal de camions qui passent, qui veulent passer. Tu leur interdiras l'accès, d'accord? Les 72 heures de la visite du général se déroulent à un rythme effréné. Il enchaîne les déplacements en hélicoptère et en convoi de 4x4 blindés. Le général doit sillonner le pays pour rencontrer tous les soldats français répartis sur le territoire afghan. Il doit aussi s'entretenir avec les autorités afghanes et avec ses homologues étrangers. Gérald conduit la voiture tampon qui suit celle du général. Pour l'instant, ça va plutôt bien. De jour comme de nuit, l'équipe de protection ne relâche jamais sa vigilance. Il y a plusieurs raisons au fait qu'on soit obligé de se rapprocher aussi près du véhicule du VIP. La première, c'est la plus importante, je pense, c'est si un véhicule s'approche de trop près, il faut qu'on puisse le taper et c'est pour ça qu'on est relativement près. Le taper, cela signifie que Gérald n'hésiterait pas à rentrer en collision avec un véhicule qui s'approcherait de manière suspecte de la voiture du général. Je vais changer, je vais aller avec l'ambassadeur. Pas de problème, Le dernier matin avant le départ, le général veut se déplacer à pied avec toute son équipe dans Kaboul. Dernière épreuve, et non des moindres, pour les hommes chargés de le protéger. Et c'est le général lui-même qui fait le bilan. Ça a été une bonne sécurité pour vous? Ça a été une excellente sécurité. La meilleure preuve, si vous voulez, c'est que je suis complètement entier devant vous. Le rôle de ces commandos parachutistes, c'est important dans l'institution? Oui, le rôle, bien sûr qu'il est important. Pour nous, pour moi, c'est ce que je considère comme étant le deuxième cercle des forces spéciales. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois un appoint direct pour des missions particulières, pour les unités auxquelles ils appartiennent. Et puis ils sont, à chaque moment, la possibilité pour moi d'une relève, d'un renfort pour nos forces spéciales plus spécifiques. Le général rentre à Paris satisfait. Pour le GCP, cette mission délicate est une réussite. La préparation des timing. À plusieurs milliers de kilomètres de là, à Carcassonne, Claire et sa fille attendent le retour d'Hugues en Côte d'Ivoire depuis plus de 3 mois. Et il rentre on est quoi? On est le 19, donc dans 1 mois et 1 semaine. Je vais aller chez mes beaux-parents pour le week-end.
pour l'histoire de changer un peu d'air. Et j'ai fêté surtout mon anniversaire aussi, avec des copines. Aujourd'hui? Oui, ce soir. Donc ça va faire plaisir, ça va me faire du bien de faire la fête un peu. Voilà, c'est parti. Pour Claire, qui ne travaille pas, le temps semble long. Elle arrive à Montpellier dans la résidence secondaire des parents de Hugues. C'est bon. Tu vas bien? Oui. Bonjour Malice. Bonjour. Regarde qui est là. Bonjour. 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 Bonjour les cousines. Ça Bonjour va? mon amour. C'est les petites cousines. Tu fais les bisous à Mamie. Mon petit chaton. Tu vas bien? Tu vas bien? Alors? Non, je pense que c'est important d'essayer de continuer la vie le plus normale possible aussi, et, pour que le temps soit moins long, parce que j'ai pas envie que Hugues, parce qu'il doit le ressentir ça aussi, si je suis pas bien, lui forcément il sera pas bien là-bas non plus. Au même moment, en Côte d'Ivoire. Hugues et son équipe sont appelés dans le village de Goonzagna. Des émeutes ont éclaté ce matin entre deux groupes ethniques, des Ivoiriens d'un côté et des immigrés du Burkina Faso de l'autre. Une mission difficile pour les commandos parachutistes. Il faut contenir la foule et empêcher la reprise des violences. C'est la police de l'ONU qui est chargée de l'enquête. Hugues est au milieu de la foule. La tension est forte. Les Ivoiriens sont très nombreux. Certains sont armés. À tout moment, la situation peut dégénérer. Il n'y a plus personne là-bas. Une deuxième équipe de soldats doit fouiller les maisons pour s'assurer qu'il n'y a pas d'armes cachées dans le village. C'est par leur extrême sang-froid et leur armement impressionnant que les commandos paras vont réussir à contenir les manifestants. Au bout de 3 heures, la situation s'est calmée. Les GCP peuvent partir. La police de l'ONU prendra le relais. Le même soir, à Montpellier, Claire fête ses 30 ans. Son mari Hugues est loin, mais toute la soirée, Claire ne va parler que de lui. Cette première longue séparation a renforcé leur lien. On est quand même pendant 4 mois séparés, alors c'est difficile des fois aussi, mais je pense qu'on a 100% confiance l'un à l'autre. Il le faut, parce que sinon ça ne marchera pas. Raconte-nous la vérité. Il n'est pas là. Tu me fais chier à fond. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? J'ai fait le coffret de Lost, j'ai fait le coffret de Desperate Housewives. C'est bien. Je vais faire le coffret de Sex and the City. Maintenant, je commence à compter les jours pour qu'ils rentrent. Et puis, on va partir en vacances. Je pense plus qu'à ça, à cette semaine de vacances qu'on va passer au bord de la plage, tous les 3. Le lendemain, en Côte d'Ivoire, dans le nord-ouest du pays, Hugues et ses hommes commencent une nouvelle mission. Dans la région, les enlèvements d'enfants se multiplient. Des groupes incontrôlés terrorisent la population. Les GCP travaillent avec la police de l'ONU. Ils viennent en renfort. Ils sont chargés de recueillir des témoignages sur les enlèvements et de rassurer les villageois. Ils vont traverser des villages supposés abriter des bandes armées. Sur le chemin, notre caméra doit rester discrète. Hugues est très prudent. On soupçonne des jeunes appartenant à des milices, plus ou moins organisées, et qui soit auraient des activités de coupeurs de route, soit de trafic d'armes, soit de vol, de kidnapping ou d'enlèvement. Sur la route, Hugues commence l'enquête sur l'enlèvement d'un groupe d'enfants. Bon, c'est moi, je vous dis aussi, c'est bon, moi j'ai fui. Hein? Ah, c'est bon, tu sais, ces gens ne regardent pas bien aussi. On attend le bruit des balles, mais tout est étouffé. Ils sont descendus, ils ont tiré.
Ils ont tiré avec Kalachnikov. Non, Calibre 12. Le lieutenant souhaite entendre le chef du village. Bonjour chef. Je suis le lieutenant Hugues. Bonjour. Bon chef, il y a eu des événements importants ici, hein, non? Alors pour nous, le chef dit que hier, à 3h du matin, c'est pas 8h déjà, oui, hier à 3h. Hier à 3h du matin, les rebelles sont quittés à Kubli. Oui. Ils sont rentrés dans le village. Très bien. Ils ont pris 12 jeunes. 12 jeunes ici dans le village qu'ils ont emmenés à Kubli. Bonjour. Hugues a prévenu des policiers de l'ONU qui arrivent. On est en train de faire la liste, mon capitaine. On est en train de faire la liste des 12 jeunes qui ont été enlevés. Les 2 qui sont revenus, là, ils savent où ils ont été. Oui, ils savent. Donc pourquoi ils n'ont pas dit? Non, ils ont dit. Les rebelles les ont gardés dans leur camp. C'est à la mairie, les locaux de la mairie, le Kubli. Là-bas, ils les ont gardés. D'accord. Et vraiment un interrogatoire musclé. Qui? Il y a un leader. Hein? Non, écoutez, on ne peut pas savoir qui est le leader. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas savoir. Les gars sont entrés, ils sont venus. Bon, vous êtes là aujourd'hui. La population est effrayée. Elle attend beaucoup de Hugues et son équipe pour les protéger. Prends soin des villageois. Hein. Prends soin des villageois. Eux, ils vont vraiment vous aider. Mais s'il y a un problème, nous, on sera là. On sera là. D'accord? Ça marche. Vous avez déjà fait notre village? Au revoir. Non. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. On fait comme ça. On vous suit. Les militaires français vont continuer leur route dans d'autres villages traumatisés par ces enlèvements. On fait du roson et on s'en va. Dans quelques instants, dans Révélation, vous découvrirez comment les hommes du GCP vont déjouer un attentat à la voiture piégée. L'attentat se prépare à Kaboul. Le véhicule en question, un break de couleur bleu marine. Vous verrez également comment vont se dérouler les retrouvailles des commandos parachutistes avec leur famille. C'est le grand moment attendu, 5 mois et demi de mission. Et puis là c'est la récompense quoi. Ma fille, j'ai peur qu'elle ne me reconnaisse pas. Kaboul, en Afghanistan. Une information vient de tomber. Un attentat se prépare. Une voiture bourrée d'explosifs doit être lancée contre la base américaine de Bagram. C'est une opération qui se monte conjointement avec les Américains au nord de notre zone. Elle est baptisée Opération Plaine de Bagram. Depuis quelques jours, vous savez qu'il y a de plus en plus d'attentats, notamment dans le nord de notre zone. L'attentat se prépare à Kaboul et doit avoir lieu à Bagram. Le rôle du bataillon français là-dedans, c'est de renseigner le déplacement du véhicule sur l'axe Motul, de façon à transmettre l'information aux Américains qui, eux, feront l'interception. Le véhicule en question, il ressemble à quoi? Voilà, un break de couleur bleu marine. Je vous donnerai les photos tout à l'heure de façon à identifier correctement le véhicule au passage. Le lendemain, 6h du matin, l'opération se met en place. Le lieutenant Wagner et Jean-Marie sont sur le tarmac de l'aéroport. Vérifiez le système de pression là. Ils vont partir en hélicoptère pour survoler la zone pendant toute la filature. Ils pourront suivre les déplacements de leurs hommes et en bas de la route, les couvrir en cas d'attaque. Kaboul est une ville immense, tentaculaire. Plusieurs axes routiers permettent d'aller de Kaboul à Bagram. En tout 100 km. Il faudra couvrir tout le périmètre. Au sol, plusieurs équipes assurent la filature de la voiture piégée. Nous sommes avec Gilles. Le suspect doit sensiblement prendre cet axe-là, principal. Donc c'est la seule sortie nord. Maintenant, nous on connaît une route secondaire qui arrive effectivement sur le grand axe. Bon, pour doubler le coup, on ne sait jamais. Éventuellement, s'il passerait par là, on préfère se poster à cet endroit-là par mesure de précaution. Les militaires sont maintenant à 50 km de Kaboul. C'est derrière ce bâtiment, à 400 mètres de la route, qu'ils s'installent à l'abri des regards. Bon, écoute, le mieux, ça va être là. Il est 8h du matin. La planque commence. Équipés de jumelles et de lunettes spéciales à longue portée, ils se préparent à passer de longues heures à observer la route. Donc nous, on est du bon côté pour l'avoir. Mais bon, ça passe vite aussi. Cela fait maintenant 6 heures qu'ils sont en planque.
D'après information, l'objectif doit quitter Kaboul à 15h. Il est seulement 14h et malgré le message radio, une voiture en tout point identique à celle qu'ils recherchent passe devant eux. Les militaires sont surpris. Attends. Vérification immédiate sur la photo et visiblement certains détails diffèrent. La voiture s'arrête sur le bas-côté, 600 mètres plus loin. Je vois pas l'intérêt d'avoir posé la bagnole là-bas pour traverser jusqu'au poste de police derrière. Au lieu d'y aller directement, tu vois. 40, je vois. Est-ce que tu devines le béquet à l'arrière? Les feux ils sont bons, tu vois, les feux orange-rouge. La plaque, ça correspond plus ou moins. Les militaires ont des doutes car ils sont trop loin pour lire la plaque distinctement. Je vous appelle pour ça parce que le véhicule, au lieu de rentrer directement dans le parking en face, ils ont laissé la bagnole au bord de la route comme ça. Au passage d'un convoi américain, le véhicule fait demi-tour. À ce moment-là, un appel de la base confirme que la voiture suspecte vient de quitter Kaboul. Le véhicule qu'ils viennent de voir était donc une fausse piste. Le véhicule suspect vient de passer à ma hauteur. La voiture piégée, c'est celle-ci. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est sûr. Oui, c'est Gilou, donc le véhicule suspect vient de passer à ma hauteur. Donc c'est conforme à la photo. Donc il vient de passer là vers le nord, donc il n'y a pas de problème. Il roule à tout à l'heure. Et on reste en chouffe là, on continue à observer au cas où. Les Français ont rempli leur mission de signalement. Les Américains prendront le relais. L'attentat n'aura pas lieu. Ça y est, la mission est terminée, donc ils ont intercepté le véhicule suspect à quelques kilomètres plus au nord. C'est quand même une satisfaction personnelle d'en arriver là en fait. Donc le suspect a été arrêté, l'essentiel est là. Bonjour. Hello, how are you? Salam. Bon bah c'est bon, on peut décrocher. Ce sont les dernières journées de mission pour Gilles, Jean-Marie, Ludovic et les autres. Après 5 mois et demi passés en Afghanistan, loin de leur famille, pour eux, le retour en France est proche. Avec le recul, quel bilan pourriez-vous tirer des actions de ces GCP en Afghanistan? Globalement, ils ont pu déployer tout le spectre de leurs capacités en termes d'action, en termes de renseignement, en termes de relations avec la population. Donc on peut dire que ça aurait été pour eux un exercice complet en termes opérationnels. On entend souvent parler de syndrome post-traumatique, le traumatisme que peuvent subir ces militaires suite à des mois et des mois de pression et de guerre. Est-ce que ça touche beaucoup de gens? Pour l'instant, on estime qu'au moins 400 militaires français qui sont allés en Afghanistan ont été confrontés à ce type de problème. Je pense que pour l'instant, on sous-estime en fait ce problème puisque les militaires eux-mêmes parfois en ont pas conscience et puis les choses ne se déclarent pas tout de suite. Quelquefois, ça pourrait être un bruit, une situation, un stress qui va raviver en fait une blessure qu'ils ont subie sur le théâtre. Et on peut parler d'une blessure morale, exactement. Ouais. Est-ce que vous savez si l'armée apporte une aide financière et psychologique aux familles lorsqu'elles perdent un de leurs membres en opération? C'est le contrat qu'a la République française avec ses militaires, c'est qu'en effet, si jamais ils étaient grièvement blessés, qu'ils perdaient leur capacité à être militaires, si jamais, malheureusement, ils périssent au combat, la République a prévu un certain nombre de protocoles pour pouvoir accompagner la famille si le militaire est mort. Malgré tout, une aide financière ou psychologique ne répare à rien. Et l'argent ne ramènera jamais un père, ou un frère, ou un fils. Ou un mari. À Tarbes, Gérald vient de rentrer d'Afghanistan. Dans ses mains, le biberon de Margot, sa petite fille de 6 semaines. Et là, je suis perdu. Il découvre sa nouvelle mission, être père de famille. Faut pas me parler là. Ah non, mais j'ai pas pu compter et parler. Quand je suis parti, on était 2, maintenant on est 3, donc c'est sûr que la différence elle y est, ça c'est sûr. L'accouchement, qu'il n'ait pas été là, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je crois que ça m'a pas perturbée. Mais la première nuit a été vachement dure. Et c'est vachement émouvant encore. Ça monte de suite. Je pense que s'il avait été là, ça aurait été moins dur. Est-ce que tu lui en as voulu? Non. Non, pas. Je m'en suis voulu à moi parce que je pensais
pensais que j'y arriverais. Mais non. Ce qui m'a beaucoup frustré, et je pense que c'est normal, j'ai reçu beaucoup de photos avec, même si c'est des gens de ma famille, avec Margot qui se faisait porter par mes parents, par sa sœur. Ben, ça c'est frustrant de se dire, elle va passer dans tous les bras, avant de passer dans ce trou. Ça m'a fait un peu mal. C'est sûr que maintenant, il faut faire... elle a besoin de nous, quoi. On n'est plus tout seul. Donc il faut faire gaffe, encore plus. De son côté, Hugues est sur la route de Carcassonne. Il rentre de la Côte d'Ivoire. Après 4 mois et demi d'absence, on a envie de revoir les siens. Dans quelques heures, il va retrouver sa femme Claire et leur petite fille Lise, qui n'en peuvent plus d'impatience. Là, dans quelques heures, il arrive. Je crois qu'elle est très énervée. Elle doit sentir que je suis énervée. Elle a rien mangé. Il y a le sac de Gouel à prendre, hein, les gars. Ah bon. Non, je redoute moins avec ma femme. Je pense plus avec ma fille. T'as peur qu'elle te reconnaisse pas? Ouais. Ça fait à peu près 8 heures d'avion et 8 heures de bus. C'est long, on a hâte d'arriver. Bah ouais, parce qu'en fait, on attend, la mission est terminée, et on pense à la famille. Ça fait 16 heures de voyage pour... donc on se remémore la mission, mais la priorité après c'est la famille. Et, donc on a 16 heures d'attente et on pense à ce moment-là, quoi. Ouais. Ah ouais. Allô, Mag? Oui, c'est moi. Pour Manon et Gabin, leurs 2 enfants, ces dernières minutes sont interminables. Non, ils dorment pas. T'inquiète pas. Ils t'attendent dans tous les cas, vivement que tu rentres parce qu'ils sont excités comme des puces là. Il est temps que t'arrives. Chut, chut, papa il arrive. Mais non, mais t'inquiète pas. Je suis là dans une demi-heure, je suis à la maison. Et on fait quoi? On passe. Bah attends, t'as attendu 5 mois et demi, tu peux bien attendre une demi-heure. 5 mois et demi, une demi-heure, c'est rien. D'accord? Je te fais des gros bisous, puis je te dis à tout de suite. Ok? Je t'embrasse, chérie. À tout de suite. Ouais, ça fait 24 heures que je suis en voyage. Ça fait... Oh là là, mettre de vitesse. Je vais couper la lumière. Ça fait 24 heures que je suis en voyage, donc bah, si je veux que mes enfants m'embrassent un minimum. Comment on sent Comment on se sent là? Bah c'est le grand moment attendu, 5 mois et demi de mission. Et puis bah là c'est la récompense, quoi. C'est la récompense. Moi pour être honnête, là j'ai le palpitant qui est en train de monter, un truc de fou. Donc ouais, c'est normal. C'est normal. Voilà, part par la façade. C'est moi. Ça va, Mani? Oui. Oui. Je sais pas. Quelle planète il est? C'est papa, j'adore. Ça y est, t'es rentré. Ça y est, maintenant on regarde papa. Merci. Est-ce que tu trouves changer Oh, elle a grandi, hein.
Ah ouais? Ouais. Elle a grandi, elle a grossi. Elle mange bien, mais c'est... Pareil, lui, c'est pareil. C'est vachement affiné. Ouais. Bah, 5 mois et demi, je veux dire, c'est pratiquement la moitié d'une année, quoi. C'est le cadeau, quoi. Il n'y a pas de mots, je veux dire, c'est... Maintenant, ça y est, papa est revenu. T'es contente? Ouais, elle espérait. C'est le cadeau, quoi. C'est pour eux que je fais ça aussi. Ludovic est enfin de retour chez lui. Comme lui, Hugues, Gérald et les autres sont rentrés sains et saufs. Pendant toute la durée du conflit en Afghanistan, 88 militaires français ont perdu la vie au cours de leur mission.